À 8 km d'Arras, dans le charmant village de Rivière, se trouvent 2 cimetières militaires britanniques datés de la Première Guerre mondiale. Celui du Fermont et celui de Belle-la-Cour. Une partie de celui de Belle-la-Cour contient les restes de combattants français. La plupart d'entre eux sont décédés sur le territoire de Rivière. Comme nous le raconte l'abbé Deray, curé de Rivière à l'époque, la guerre commence le 1er août 1914 à 17h. La cloche du village sonne, les villageois ont compris. C'est l'ordre de mobilisation générale. Elle sonne le départ des jeunes hommes, mais aussi des meilleurs chevaux, ceux-ci en pleine période de récolte. Puis c'est le tour des hommes plus âgés qui partent en septembre. Ils sont incorporés dans les régiments territoriaux. Beaucoup de Français imaginent alors une guerre rapide avec expulsion des Allemands avant l'hiver. Commence alors une guerre de mouvement avec des passages sporadiques de cavaliers et troupes allemandes. Vers la mi-septembre 1914, l'invasion allemande massive commence dans la région. D'après l'abbé Deray, les Allemands sont à Blairville dès le 5 octobre. Les premiers bombardements commencent, mais les Français tiennent Rivière et la vallée du Crinchon. Le paysage du sud-ouest arageois est marqué par les vallées de 2 cours d'eau devenus en partie intermittents. Ce sont le Crinchon et le ruisseau de Ransard. Un no man's land séparant les armées va bientôt occuper la vallée de ce ruisseau. En aval de Ransard, elle est bordée de talus qu'utiliseront les Anglais pour installer leur artillerie. On a du mal à imaginer ce paysage creusé de tranchées, couvert de barbelés et parsemé de trous d'obus. Plus bas, c'est l'Ozerey. On y trouve encore quelques saules qui rappellent l'origine de son nom. Sur le versant sud, c'est-à-dire côté allemand, il existe une ferme isolée, nommée la Burlotte. De cet endroit, on peut surveiller toute cette vallée que nous venons de descendre et qui apparaît ici comme un rideau d'arbres. Nous continuons notre descente en direction du Blanc-Mont. Le fond de vallée est à gauche. Le Blanc-Mont comporte à droite une ancienne carrière, un carrefour, le bois des Martinets et autrefois le moulin de Bretancourt. Ici, le champ de bataille, vu d'une tranchée avec 2 tombes françaises au milieu des barbelés. Des officiers à l'entrée d'une sape de la carrière. Le lieutenant de Pressac, auteur des photos, utilisant un périscope. Ici, un abri de mitrailleurs dans le bois des Martinets. Une vue du moulin de Bretancourt. Un autre moulin, celui de Belle-la-Cour, situé un peu plus à l'ouest du précédent. Nous suivons à nouveau le ruisseau de Ransard qui progresse vers son confluent avec le Crinchon. Et ceci derrière le lieu-dit La Brasserie, droit devant nous. Au même endroit, cette tranchée de communication devait être couverte sans doute pour échapper à la vue des avions allemands. Des photos prises à la brasserie avec celle d'un soldat français mortellement blessé et du petit cimetière installé provisoirement à cet endroit. Les Allemands avaient vite compris l'importance du village de Blairville, d'où on a une très belle vue sur la vallée du Crinchon et de Rivière. La partie de ce village la plus exposée est le hameau de Bretancourt. Ce sera la première cible des obus allemands. Le village de Blairville possédait 2 intérêts militaires supplémentaires. Son bois, favorable à l'installation de l'artillerie,
et une vaste carrière de sable mettant les Allemands à l'abri de l'artillerie française. Les Allemands avaient installé un autre poste d'artillerie au bois d'Annafer. Pour les Français, il y avait celui de Oilly et surtout celui de Baumé qui couvrait toute la haute vallée du Crinchon. Ici, une photo de la gare de Baumé et de Dainville. Cette photo est prise du haut d'un observatoire d'artillerie qui devait être analogue à celui-ci. Voici comment étaient équipés les soldats français au début de la guerre. Ce n'est qu'à partir de septembre 1915 qu'apparaît le casque d'acier. La tenue bleu horizon, mieux adaptée aux rigueurs de nos hivers, ne se généralisera qu'en 1916. Pendant l'automne 1914, les soldats français avaient vainement essayé de résister à l'avance allemande. Du 4 au 7 octobre avait eu lieu la sanglante bataille d'Ébuterne. On trouve au cimetière de Belle-Lacour la tombe de Louis Ricou, originaire de la Loire-Atlantique, tué le 6 octobre à Ébuterne. À côté d'elle, la tombe de Julien Lévesque, lui aussi de la Loire-Atlantique, mort à Rivière le 25 avril 1915. Tous les deux étaient du 82e régiment d'infanterie territoriale. Ce régiment, avec celui du 83e, restera longtemps affecté à Rivière et ses environs. Avec cette carte, montrant l'origine des soldats enterrés au cimetière de Belle-Lacour, on s'aperçoit qu'ils sont en majorité originaires de l'ouest de la France. La ville de Nantes avait édité cette carte postale humoristique pour venir en aide aux soldats nantais. Pendant l'avancée inexorable de l'armée allemande, le 63e génie creuse des tranchées et pose des réseaux de fils de fer à Rivière en ce début du mois d'octobre 1914. C'est ce que nous raconte dans ses mémoires Francis Tiget, soldat originaire de l'Île-et-Vilaine et qui sera gravement blessé le 31 du même mois. Les tombes de 4 de ses camarades, Louis le Youdec, Villeneuve, Gourdon et Pinchot, tous du 63e génie, sont visibles au cimetière de Belle-Lacour. Eux aussi sont tous de l'ouest de la France. En novembre 1914, la guerre change de visage avec l'apparition d'un no man's land séparant deux systèmes de tranchées ennemies. Selon un combattant français anonyme que nous nommerons Marcel, certains officiers n'ont pas compris cette évolution. Ils sont encore partisans de charges de cavalerie et d'attaques à baïonnettes en terrain découvert. Avec comme conséquence le massacre de soldats français fauchés par les mitrailleuses allemandes comme en septembre 1915 devant le bois de Blairville. C'est la guerre de tranchées qui commence. Celle que décrit Ernst Junger, un officier allemand en poste à Monchy de septembre 1915 à août 1916, puis à nouveau en 1918. Des tranchées qui sont par endroits à 60 mètres l'une de l'autre, nous dit Marcel. Des tranchées qui se comblent constamment sous l'effet de l'artillerie. Leur entretien est de plus en plus difficile, sous l'effet d'une artillerie de plus en plus puissante. Il faut s'enterrer de plus en plus et utiliser les cavités souterraines que l'on trouve souvent en Artois. Au début de janvier 1915, Marcel écrit aussi qu'à Rivière, les tranchées creusées dans un sol limoneux sont remplies d'eau. Ceci se reproduit au début février, exposant les Français aux tirs ennemis. En juillet 1915, l'abbé de Ré note l'explosion d'un caisson de grenades au Fermont, avec 5 militaires et 6 chevaux tués. Marcel cite un accident similaire au début d'octobre à Rivière, qu'il attribue à une mauvaise gestion des stocks de munitions. Le même mois, il signale la mort du mitrailleur Richard, dont on peut voir la tombe à Belle-Lacour. Puis la mort de 10 hommes, tués par un tir de mortier le 3 décembre. Mais il cite aussi des scènes de fraternisation entre Français et Allemands qui ont lieu le 31 décembre avec échange de bière, de tabac et autres gourmandises. Pour les soldats français, comme allemands, il y a bien sûr des périodes de repos. Marcel regrette que ces périodes soient le plus souvent consacrées à des manœuvres militaires aussi épuisantes qu'inutiles, pense-t-il. Si l'on en croit ces photos prises côté allemand, il semble qu'on s'y livre à des activités beaucoup plus ludiques.
Le repos est aussi le temps des remises de décorations. Des décorations pas toujours méritées par les officiers, nous dit Marcel. Il leur reproche aussi de bénéficier de privilèges concernant le logement, la nourriture et aussi des permissions auxquelles les simples soldats n'ont pas droit. La guerre, c'est aussi la mort, et l'on voit ici des funérailles françaises et allemandes. De nombreux petits cimetières, aussi bien alliés qu'allemands, parcellent les champs de bataille. Et voici un graphe de la répartition des décès des combattants français enterrés à Belle-la-Cour. On y voit que les périodes les plus meurtrières correspondent à l'invasion allemande d'octobre 1914 et à l'infructueuse offensive française de septembre 1915. Les cérémonies religieuses sont suivies par les combattants dans les deux camps, comme on le voit sur ces photos. Dans la zone occupée, et en l'absence des hommes partis à la guerre, ce sont les femmes, les enfants et les vieillards qui sont obligés de participer aux récoltes. Des récoltes bien sûr réquisitionnées par les Allemands. Certaines photos montrent cependant des scènes amicales entre Français et soldats allemands. Ernst Junger cite le cas de petits orphelins français recueillis et nourris par les soldats allemands. Ils en ont appris la langue et en revêtent l'uniforme de bon cœur, nous explique-t-il. Nous sommes loin des récits patriotiques pour enfants de l'époque. Au début d'octobre 1915, c'est dans les caves du château de Grosville que Marcel doit s'installer avec ses camarades. C'est là qu'il voit avec étonnement M. de Grosville, propriétaire du château, venir mendier un peu de soupe et un morceau de pain. Le curé de Ray décrit, lui, les bombardements subis par le village et en particulier la destruction progressive de son église. Destruction qui va l'obliger à dire la messe dans la salle du patronage, puis dans une cave après le bombardement de celle-ci. En mars 1916, le préfet, réfugié à Boulogne, écrit un rapport sur l'état d'esprit de la population du Pas-de-Calais. Il s'y félicite de voir des paysans artésiens continuer à cultiver leurs champs à proximité du front, au risque d'une balle perdue. Au début février 1916, c'est le départ des territoriaux du 82e et du 83e régiment et fin février, la relève par les troupes britanniques, bien symbolisées par cette photo. Rivière a gardé le souvenir de la Grande Guerre avec bien sûr ses cimetières militaires et son monument aux morts. Mais bien d'autres traces et vestiges la rappellent à notre souvenir. Ainsi, tous ces restes de munitions que les labours remontent chaque année. Mais aussi toutes sortes d'objets, comme cette pelle-pioche britannique recyclée en binette. Ici, les restes du blocos de la Burlotte qui tenait sous son feu toute la vallée du ruisseau de Ransard. On peut aussi retrouver à Blairville l'emplacement de l'Osier Bird, comme disaient les Anglais, point fortifié à l'entrée de Blairville. Entre Ransard et Monchy, ces ruines qui rappellent les furieux combats que décrit Ernst Junger dans ses ouvrages. De ces mêmes combats, il reste aussi ce minuscule et émouvant cimetière anglais perdu au milieu des champs. Il y a enfin tous ces graffitis laissés par les combattants sur nos vieux murs et qui seront respectés, nous l'espérons, par nos contemporains.